Les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David. On est ravis de vous accueillir. On va revenir dans quelques instants sur les véhicules industriels et utilitaires qui forment l'ossature silencieuse de l'économie. Poids lourds pour les transports, longue distance, utilitaires légers pour les activités du quotidien. Dans un monde complémentaire qui structure la logistique, les services et l'approvisionnement de nos territoires, comprendre leurs enjeux offre une lecture directe avec la santé et notre mobilité professionnelle. Nicolas Léornement sera avec nous dans quelques instants, président des métiers du véhicule industriel de Mobiliance, et Benoît Dali qui sera secrétaire général de la FFC Constructeurs avec nous pour un débat dans quelques instants. En attendant, François-Louis Bourneau est avec nous. François-Louis, bonsoir. Rebonsoir. On fera une petite chronique avec vous dans un instant sur l'actualité. Tout de suite, les métiers de l'économie circulaire dans la filière automobile. La NFA, l'accélérateur de changement des services de l'automobile, présente Les vraies voix qui font rouler la France. Avec nous pour en parler, Guillaume Faury, délégué général de la NFA, les métiers de l'économie circulaire dans la filière automobile. Quel nouveau métier émerge aujourd'hui autour du recyclage et du reconditionnement ? Eh ben peut-être déjà dire que c'est pas un domaine très nouveau au sein des services automobiles, puisque on a tous en tête les caisses automobiles. Ouais. Et c'est ça fait partie de notre ADN depuis un petit moment, toute cette économie circulaire là. Et c'est 90% d'un véhicule aujourd'hui qui peut être recyclé. Et aujourd'hui, avec on va dire pas un engouement, mais en tout cas une réparation qui s'accentue aujourd'hui avec un usage de plus en plus de répété et qui s'accentue à peu près 2 fois plus de pièces de réemploi qui sont utilisées. Ouais. C'est un secteur qui est porteur et on travaille énormément sur des nouveaux métiers, notamment le démontage de batteries. Et ça, c'est un métier qui va prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, au niveau du parc roulant, c'est assez peu, on va se dire les choses, mais c'est vraiment un métier qui est en train de percer. Et ça évolue de toute façon, c'est ça. Et avec toute l'électronique qui va avec. L'économie circulaire crée-t-elle des emplois qualifiés ? Alors oui, justement, on assiste en fait, si on prend l'image de la caisse automobile, on assiste quand même à une structuration de ce métier, des réseaux aussi, donc des structures qui deviennent de plus en plus grosses. J'ai en tête un groupe dans le Sud-Ouest qui fait 200 personnes, donc on passe de petites unités à des grands groupes, et donc avec une variété de métiers qui sont vraiment très grandes. Avec des nouveaux métiers ou ce sont des métiers qui se transforment ? Avec des métiers qui se transforment, des métiers comme je viens de le dire, et des métiers assez stratégiques. On parle de démonteurs, en tout cas le démontage automobile qui a vraiment beaucoup d'importance, puisqu'en fait c'est ce poste-là qui va s'assurer qu'en fait lorsqu'il démonte, du réemploi possible ou pas d'une pièce, il y a des enjeux de sécurité derrière, et qui va valider ou pas qu'on peut remettre sur le marché une pièce. Donc il y a vraiment une importance très importante. Donc ça c'est plus l'amont de la filière, on va dire. Et sur la partie aval, la partie commercialisation aussi, il y a un gros enjeu sur les magasiniers. Aujourd'hui on manque de magasiniers, on a une population vieillissante, donc c'est un job où on cherche du monde, c'est ça. En tout cas, et qui sera bien entendu pérenne. On parle des métiers du réemploi auprès des jeunes. Est-ce qu'on arrive à sensibiliser ? Les jeunes sont très touchés par l'écologie et les changements climatiques et l'environnement. Est-ce que c'est une filière, en tout cas, qui peut être dynamique et aller chercher ces jeunes ? C'est une filière qui demande que ça, de pouvoir avoir plus de jeunes. Et nous, on cherche aussi dans les centres de formation. On veut les attirer. Vous avez raison de le souligner. On est sur et des filles aussi. Et des filles. On est sur un secteur qui peut sensibiliser quand même les jeunes aujourd'hui. On est là aussi pour en parler. Sud Radio, oui. On vous remercie de nous permettre d'en parler, parce qu'on n'en parle pas assez. Il y a des enjeux derrière aussi, parce qu'en fait, il y a des outils d'IA aujourd'hui qui permettent aussi de scanner les véhicules, de voir un petit peu les pièces. Il y a de la technologie aussi. Donc, il y a quand même un attrait pour ces métiers-là. Et encore une fois, des jobs sur lesquels on recherche. Y a-t-il des partenariats entre la NFA et les filières de recyclage industriel ? Alors, pas proprement parler de la filière, des filières de recyclage, mais l'ADEME, par exemple. On est en train qui veut dire quoi ? Alors, c'est l'Agence pour le développement... La défense de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Voilà, c'est ça. Je l'avais pas anticipé, celle-là. Non, mais c'est le problème des acronymes à tout peu près, dans tous les métiers. Voilà. J'appelle un numéro, Jean-Pierre. Voilà, merci Philippe. Donc un partenariat avec l'ADEME et notamment Mobiliance et d'autres organismes de la branche, justement pour dresser en fait une cartographie de l'existant en fait, au niveau de la structure de ces métiers-là, pour
accompagner l'action publique d'une part, mais également permettre de détecter les compétences aussi dont on va avoir besoin à l'avenir. Donc c'est important pour nous ce travail qui est en train d'être réalisé et courant 2026 qui sera publié, livré et qui nous permettra un petit peu de faire un peu mieux parler de cette filière. Et j'invite vraiment les auditeurs à aller sur notre site Job to Move. C'est 8000 emplois aujourd'hui dans la branche qui sont disponibles. Avec des métiers très intéressants, c'est important de dire. Il faut aller voir de toute façon sans savoir. Il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Guillaume Faury, délégué général de l'ANFA. Vous restez avec nous. Les vraies voix qui font rouler la France. Avec l'ANFA, l'accélérateur de changement des services de l'automobile. Les infos qui roulent de François-Louis Bourneau. L'auto, monsieur Fernand. L'auto. Et François-Louis, l'usine Ford de Serre-Louis vient de sortir sa dernière voiture après 55 ans de production. C'est la fin d'une page de l'histoire industrielle. L'usine Ford de Serre-Louis, vous l'avez dit, en Allemagne, vient de produire sa toute dernière voiture après 55 ans de production. Plus de 15,6 millions de véhicules ont été assemblés ici, notamment par des salariés français. Parce que c'est juste à la frontière, oui. Que vont devenir ce site emblématique et ses employés? Le site, lui, ne fermera pas complètement, mais se reconvertira dans la fabrication et la distribution de pièces détachées, notamment pour l'Europe. Ford promet la sauvegarde néanmoins d'1 millier d'emplois jusqu'en 2032. Alors c'est forcément un choc, j'imagine, de façon locale et même pour les habitants. Toute la proximité, en fait, il faut le rappeler, l'usine avait été inaugurée en 1970. Petite anecdote, c'était en présence d'Henry Ford II, donc le petit-fils du fondateur de la marque. Le site a rythmé forcément la vie économique de la région et l'arrêt de la production symbolise la fin d'une ère pour l'industrie automobile en Sarre. Donc oui, il y a quand même un choc derrière tout ça. Merci beaucoup François-Louis Bourneau. Merci beaucoup. On reste avec nous dans un instant, on va vous parler du véhicule industriel avec Mobiliance. Vous allez apprendre plein de choses comme nous on a appris. Allez, à tout de suite, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France jusqu'à 20h ce soir avec Philippe David. On va revenir sur le Mobiliance, c'est la FFC constructeur qui publie le 3e numéro du panorama de la filière véhicules industriels et utilitaires avec nos invités. Nicolas Lenormand est avec nous, président du métier de véhicules industriels de Mobiliance. Bonsoir. Merci d'être là. Et Benoît Daly qui est secrétaire général donc de la FFC constructeur. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. La filière véhicules industriels et utilitaires ralentit fortement en 2025. Comment on l'explique, Nicolas Lenormand ? Alors c'est un ralentissement qui est relatif, c'est un ralentissement au niveau des ventes de véhicules neufs. On est effectivement à moins 11% là, au mois de novembre. On avait commencé l'année beaucoup plus dure. On était quasiment à moins 18, moins 19%. Donc ça veut dire que en fait, techniquement, on est en train de rattraper la période de l'année dernière où les ventes avaient déjà commencé à chuter après les Jeux Olympiques. Donc l'écart, la baisse en tout cas est en train de diminuer. On restera quand même sur un moins 10%. Ça s'explique pour plusieurs choses. Ça s'explique par déjà beaucoup d'incertitudes au niveau de la réglementation. On ne sait pas ce qui va devenir des ZFE. On ne sait pas ce qui va devenir de la fiscalité des biocarburants. Les ZFE, ça vient, ça part, ça revient. Exactement, on sait jamais. On sait pas, ça s'en va et ça revient. Sauf que derrière, un camion électrique, c'est plus de 200 000 euros d'investissement. Même s'il y a des C2E derrière, on peut pas prendre cet investissement-là à la légère. Et il faut comprendre aussi les transporteurs par rapport à ça. Néanmoins, je vous le disais, c'est relatif parce que la prévente finalement continue à bien aller. Les ventes de véhicules d'occasion chutent légèrement, mais on reste quand même sur des marchés qui sont bons et on est très très loin des situations qu'on a connues en 2019-2020 ou même 2008-2009. Qui était cata pour le coup. Mais bon, pour tout le monde. Vraiment catastrophique, oui. Benoît Daly, on connaît très bien Mobiliance dans les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio. On connaît un peu moins bien la FFC constructeur. Mobiliance a travaillé ce panorama du véhicule industriel et du véhicule utilitaire léger avec la FFC constructeur. Qu'est-ce que la FFC constructeur dont vous êtes le secrétaire général ? Alors nous représentons 400 entreprises qui représentent à peu près 85% des véhicules produits qui font l'objet d'une modification, c'est-à-dire qui font l'objet d'un carrossage. Typiquement, les camions de pompiers, les bennes ordures ménagères, les véhicules de secours, etc., ne sortent pas directement des lignes de production des constructeurs. Ils font l'objet de ce qu'on appelle une opération complémentaire, donc d'une transformation dans les mains d'un carrossier constructeur ou d'un aménageur qui transforme les véhicules. Et ça, c'est une spécialité
spécialité historiquement française sur lequel il y a un vrai savoir-faire. C'est près de 23 000 emplois, c'est peu connu, mais vous en voyez tous les jours. On voit les noms, on peut citer quelques noms, je sais pas, Moleta Obrado, Fréja, etc. Quand on double un camion, des gens comme Gruau, etc. Gruau, Chéreau, des belles entreprises françaises. Lamberey, etc. Bien sûr. Tout à fait. Et est-ce que c'est un secteur d'activité qui est dynamique encore aujourd'hui ? Alors il y a une dynamique qui est un peu distincte de celui du monde de l'automobile, dans la mesure où on est dans des niches quand même, non ? C'est une niche tout à fait, parce qu'il s'agit de répondre à des besoins qui sont extrêmement précis, souvent du travail de proximité. C'est pour ça que ce sont souvent des TPE, PME, parfois quelques belles ETI aussi, qui même exportent une partie de la production française à l'étranger. Alors en France, 35% du parc VI a plus de 10 ans, c'est l'âge moyen le plus bas en Europe, quand on regarde les statistiques. Est-ce que ceci explique au moins partiellement la baisse des immatriculations, parce qu'il n'y a pas besoin d'un renouvellement plus fort quand on a des véhicules plus jeunes que les autres ? Oui, indéniablement. Effectivement, la France fait partie des pays où les véhicules sont les plus jeunes, à part quelques singularités comme le Luxembourg, en fait, qui est utilisé comme pour faire rentrer en Europe pas mal de véhicules étrangers. Mais c'est tout petit. Mais voilà, c'est tout petit, ça reste un marché qui fournit également beaucoup de véhicules d'occasion pour le reste de l'Europe. C'est-à-dire qu'un poids lourd va souvent commencer sa vie en France ou en Allemagne, et plus il va prendre en âge, plus il va se décaler vers les frontières est ou sud de l'Europe. Si on fait le lien avec l'automobile, est-ce que c'est très encadré, les véhicules utilitaires ? Est-ce que les normes sont plus compliquées et drastiques qu'un véhicule classique ? Alors oui, beaucoup plus, que ce soit pour les véhicules utilitaires ou pour les véhicules industriels. Sur les véhicules utilitaires, on va être sur une fiscalité, ou en tout cas sur une réglementation beaucoup plus proche de celle des véhicules légers, si ce n'est que vont s'ajouter... Et c'est souvent des moteurs de véhicules légers d'ailleurs. Exactement, c'est des gros moteurs de véhicules légers, mais ça reste des moteurs de véhicules légers. En revanche, pour les poids lourds, on est sur beaucoup de plans, beaucoup plus directifs au niveau de ce qui se passe pour le véhicule. On a une boîte noire qui est installée dans le véhicule, qui est un chronotachygraphe. Le mouchard pour les intimes. Exactement, qui enregistre les temps de conduite et les vitesses des véhicules, et qui va s'imposer sur les véhicules utilitaires à partir de l'année prochaine. Donc, ce qui va être un gros changement, et ce qui va être quand même, voilà, ça va faire pour les véhicules certes qui passent la frontière, mais ça va être quand même une arrivée de la réglementation qui va être importante. On a également par exemple le contrôle technique et tous les ans sur les poids lourds, tous les 6 mois sur les cars et sur les bus. C'est quoi l'impact pour les entreprises aujourd'hui, cette nouvelle réglementation ? Parce que est-ce que vous avez eu le temps de l'anticiper, ou est-ce qu'elle est tombée comme la plupart des temps, pas au dernier moment, mais quand même ? Alors on attend jusque le dernier moment pour savoir si elle va être confirmée ou pas, parce que je dirais que ces dernières années, il y a beaucoup de textes où il y a eu une reculade au dernier moment. C'est pas exclu que ça se fasse, ou en tout cas que ce soit qu'on mette en place une transition. Oui, je pense que les principaux intéressés s'y sont préparés. Après, le marché s'adapte. On est quand même sur des choses qui sont pas des drames, ou qui sont pas quand même des changements de paradigme. On est quand même sur des marchés qui évoluent lentement, ne serait-ce que l'électrification également du parc qui va quand même tout doucement. Benoît Dally, quand on regarde les chiffres des véhicules industriels, tant les tracteurs que les porteurs sont encore ultra dominés par les diesels. L'électrification, c'est un leurre pour le VI, 1,16 du marché des tracteurs, 2,73 du marché des porteurs. Est-ce que finalement l'électrification, notamment pour les très gros tonnages, c'est pas un leurre ? Alors c'est pas un leurre. Les constructeurs ont produit dans un temps relativement court, avec force recherche et développement, des véhicules qui sont tout à fait opérationnels et qui correspondent à une utilisation. Pas toutes les utilisations, mais plus on est en milieu urbain ou en cycle interurbain court, plus on peut faire de l'électrique, bien sûr. Après, la problématique qui se pose, et comme le disait Nicolas à l'instant, la problématique du modèle économique reste pleine et entière. On a des véhicules qui sont très chers, même si on peut supposer qu'ils sont aujourd'hui vendus à des prix avec des marges qui sont extrêmement tendues. Ce sont des véhicules qui sont performants, mais avec des autonomies qui sont encore relativement peu comparables à celles du thermique. Sur la longue distance, c'est peu utilisable, peu envisageable, et surtout un coût de revient qui reste assez important. Les constructeurs ont des obligations réglementaires, parce qu'on a une douzaine de réglementations nouvelles ou en évolution chaque année dans le monde de l'automobile et du véhicule industriel ou utilitaire. Et l'une des contraintes, c'est précisément d'avoir des pénalités qui imposent aux constructeurs de mettre sur le marché des véhicules électriques de façon massive. On est très très loin du compte. Il faudrait aujourd'hui pratiquement pour les constructeurs qu'ils aient 50% de leur production vendue
aujourd'hui qui serait en électrique. On est, comme vous l'avez vu sur les chiffres, très très loin du compte. Mais ça veut dire que quand on parle de pénalité, qu'on comprenne bien l'impact important, parce qu'on le sent déjà chez les constructeurs de voitures particulières, c'est de l'ordre de quoi, par exemple? Alors, c'est 4 250 € par gramme de CO2 par tonne kilométrique, multiplié par le nombre de véhicules produits. C'est-à-dire que ce sont des centaines de millions d'euros de pénalités qui sont au-dessus de la tête des constructeurs. Mais ça veut dire que certains peuvent fermer, soyons clairs. Alors, en d'autres termes, en fait, ils préféreront ne pas vendre plutôt que de vendre trop et payer des pénalités. Donc on va aller sur un marché qui, quelque part, mécaniquement, va être contraint au niveau des véhicules thermiques. Mais comment expliquer, alors je me suis posé la question, la faiblesse de l'hydrogène, alors que c'est un excellent carburant pour les transports lourds? C'est uniquement le problème des pompes qui sont pas partout à chaque coin de rue. Pourquoi? Parce que ça, c'est de l'électrique, l'hydrogène. Alors l'hydrogène, ça peut être de l'électrique si on passe par une pile à combustible. Si c'est de l'hydrogène direct, ça reste du thermique. Donc dans tous les cas, aujourd'hui, du réseau d'avitaillement d'hydrogène, il n'y en a pas. Très peu. Donc c'est quand même un peu compliqué d'aller mettre un véhicule si on peut l'utiliser qu'une journée et puis attendre 2 ou 3 mois que le plein d'hydrogène puisse se faire. Non, l'hydrogène n'a pas de réalité en fait aujourd'hui au niveau des immatriculations. On a déjà un mix de carburant qui est déjà très important avec tous les biocarburants, que ce soit du B100, du HVO, du E85. Alors le B100 c'est le biodiesel. Exactement. On va expliquer ce que c'est. C'est du diesel en fait qui est refait à partir de résidus végétaux ou de végétaux même plein entier. Donc on a des diesels du biodiesel de première et deuxième génération. La deuxième génération, c'est quand vraiment on va utiliser des déchets, en fait, pour aller refaire quelque chose qui va ressembler à une huile. Et à partir du moment où on a quelque chose qui ressemble à une huile, on a du diesel. De la même façon, à partir du moment où on arrive à récupérer quelque chose proche de l'alcool, on a de l'essence. Oui. D'accord. C'est aussi simple que ça. Ça va dans la plupart des moteurs. C'est compatible avec la plupart des moteurs qui roulent aujourd'hui, et on est capable d'alimenter quand même une partie du parc avec ces carburants-là, qui ne seront pas suffisants et qui seront pas au niveau pour pouvoir avoir une transition pleine et complète là-dessus. C'est bien l'électrique en fait qui va aussi arriver sur les applications, qui va d'abord commencer en centre urbain, vraiment en intra-urbain, qui va aller ensuite sur les périphéries et qui, après, derrière, une fois que les problèmes d'autonomie seront optimisés, faire un peu plus interrégional. Guillaume Olivier, de la FFC Constructeur, en fait, on se rend compte que vous êtes percuté... Ah non, c'est pas Guillaume Olivier, c'est Benoît David. Benoît David, pardon. Oui, excusez-moi. Parce que j'étais dans mon dîner, du coup, je dis n'importe quoi. On se rend compte quand même que le secteur est frappé de toutes parts. C'est-à-dire que c'est difficile d'avancer, c'est difficile d'anticiper. Comment on s'organise en matière d'investissement, en matière de développement, parce qu'on parlait tout à l'heure de la carburation et des différentes façons, vers quoi on va? C'est-à-dire qu'on teste un peu tout, on avance à vue en se disant que des réglementations peuvent tomber à n'importe quel moment. Sur les motorisations, on navigue effectivement un petit peu à vue, puisque les discussions sont remises les textes réglementaires sont remis en question par la Commission européenne année après année, notamment sur la transition énergétique, mais on a aussi une couche française qui n'est pas neutre au point de vue réglementation, sur lequel les ZFE ont été une menace et une perspective, en tout cas pour la transformation du parc, qui n'a pas eu lieu. Faute de décision claire de la part des parlementaires. Donc on navigue à vue sur ce type d'aspect. Sur les autres aspects... Et pourtant, il y a plein de gens qui avaient déjà anticipé ça, parce que pour les voitures de monsieur, madame, tout le monde, il y a plein de gens qui ont déjà changé de voiture à cause de ça. Et dans le véhicule industriel et le véhicule utilitaire, vous avez des gens qui ont investi dans le GNV, vous avez des gens qui ont testé l'électrique. Tout à fait. C'est la volonté du marché, elle est là quand même, de s'adapter aux demandes de demain. Mais quand on regarde le marché du véhicule utilitaire léger, c'est fou parce que le diesel est encore au-dessus de tout et l'électrique qui est théoriquement une énergie intéressante parce que c'est des petits parcours pour livrer, étant chute libre, on est sur une tendance à 22 000 immatriculations en 2025 contre 30 000 en 2023 et 27 000 en 2024. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. La première, c'est la raison des aides aussi. On n'est pas sur un dispositif d'aide qui a été équivalent et ça a beaucoup tergiversé en fin d'année dernière, ce qui a pénalisé les immatriculations en début d'année. Et la deuxième raison, c'est que pour un utilitaire, il ne faut pas oublier que le poids de la batterie va venir diminuer la charge utile. Et surtout quand il fait froid. Et effectivement, parce que là, ça va diminuer l'autonomie. Donc là, en plus, ça va effectivement de combien qu'on se rend compte on va prendre généralement une tonne et demie en fait au niveau de la batterie. Donc c'est compensé dans certains cas au niveau de la carte grise par un ajustement, c'est-à-dire qu'un véhicule de 3,5 tonnes est accepté à 4,5 tonnes
en permis B. Oui. Mais ça résout pas tout. En fait, le gros problème, c'est aussi un problème d'incertitude où on nous a mis une grosse pression sur le verdissement des flottes il y a encore 2 ou 3 ans au niveau des entreprises. Les ZFE, de toute façon, vont s'imposer à nous parce que c'est une directive européenne, que tous les autres pays d'Europe y sont passés, et donc de toute façon, ça va revenir sous une forme ou sous une autre. Maintenant, je pense que pas mal de gens font aussi le pari d'attendre et de se dire, voilà, on ne le fera que contraint et forcé, parce que c'est pas forcément aujourd'hui la priorité. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans des situations qui sont compliquées, avec un nombre de défaillances d'entreprises de transport qui est pratiquement historiquement haut. Je pense que tous sont en train de regarder leurs contrats, sont en train de regarder leurs coûts d'exploitation avant de se lancer dans des investissements d'électrique où aujourd'hui il n'y a pas de vision. Néanmoins, et ça c'est important, pour nous les clients qui font ce choix-là et qui vont sur du véhicule électrique, que ce soit en utilitaire ou en poids lourd, sont plutôt contents de l'essai. À la fois parce que le prix de revient kilométrique n'est pas si différent du thermique, d'une part, mais surtout qu'il y a un agrément de conduite qui est juste incroyable. Il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de bruit, il y a un confort du véhicule, il y a vraiment une souplesse et une dynamique longitudinale qui est extrêmement appréciable. Il y a un vrai plaisir à aller conduire un véhicule électrique, en particulier un véhicule professionnel. Et on est tout à fait, on est au début. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup. Nicolas Lenormand, président du métier du véhicule industriel de Mobiliance. C'était passionnant. Et Benoît Daly, secrétaire général de la FFC Constructeurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, Magali Berda est avec nous. Bonsoir Magali. Bonsoir. Bienvenue. On ne vit pas dans la même France. On ne vit pas dans la même France ce soir pour un sujet qui est lié à l'actualité. Comment l'État, alors le budget, tout ça, comment l'État a de l'argent pour tout, sauf pour nous les Français. Voilà, on va débattre de ça avec Lisa Marie, une influenceuse extraordinaire, qui va débattre avec Sandrine Runel, députée du Parti Socialiste du Rhône. Voilà, et si vous voulez bien entendu, comme chaque soir, participer au débat, c'est facile, c'est ou sur les plateformes, ou 0826 300 300. En ce qui nous concerne avec Philippe David, on vous retrouve demain à partir de 18h. Avec un immense plaisir. Absolument. Et de vraies voix, et des sujets, des débats passionnants, comme d'habitude. Et merci à Maxime, merci Aude, merci Justine, merci beaucoup Antoine, et merci beaucoup François-Louis. On se retrouve demain à partir de 18h. Prenez soin de vous et passez en tout cas une belle soirée avec Sud Radio. Et dans un instant, Magali Berda. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.